Chapitre 28. Le retour d'Achille. À la vue de Patrocle, que de loin ils prennent pour Achille, les Troyens sont saisis de crainte, et les Grecs reprennent courage. Seul Ulysse, qui soigne sa blessure un peu à l'écart du combat, a reconnu Patrocle sous la cuirasse d'Achille. N'ayant pas pour les vertus guerrières de Patrocle une très grande estime, il murmure ironiquement « Voici l'âne revêtu de la peau du lion, pourvu qu'il ne s'avise pas de rugir, lui qui ne sait que braire. » Craignant d'être pris à revers par le pseudo-Achille, les Troyens renoncent à incendier la flotte grecque et se replient rapidement au-delà du fossé et de la palissade. Patrocle les poursuit jusque-là. Grisé par son succès facile, il commence à se prendre pour Achille lui-même. Il lance ses javelots sur les Troyens en fuite et a la chance d'atteindre mortellement dans le dos l'un des chefs troyens, Sarpédon, qui venait de traverser le fossé. Oubliant les recommandations d'Achille, il ordonne à Automédon, le conducteur de son char, de traverser à son tour le fossé pour aller chercher le corps de Sarpédon. Mais Hector ne veut pas abandonner le cadavre de son ami, fait volte-face et reconnaît Patrocle. Il s'avance à sa rencontre. Patrocle, qui n'a pas pris de lance, est en état d'infériorité. La lance d'Hector le frappe en plein ventre. Mortellement blessé, il bascule hors du char et tombe dans la poussière. « Achille me vengera », murmure-t-il dans un dernier soupir. Automédon, isolé, n'a pas d'autre ressource que de faire demi-tour et de rentrer au galop dans le camp grec. Ménélas, qui a assisté au bref combat, a enfin reconnu Patrocle. Il appelle Ajax à son aide et traverse avec lui le fossé pour essayer de sauver la dépouille de Patrocle. Déjà, Hector s'est emparé de la cuirasse et du casque d'Achille et il s'apprête à attacher le cadavre de Patrocle à son char pour l'emporter à Troie. Ménélas et Ajax tentent désespérément de l'en empêcher. Une mêlée furieuse et indécise s'engage autour du corps de Patrocle, que les uns tirent par les bras et les autres par les jambes. Achille, cependant, a vu revenir Automédon seul dans son char. Il devine ce qu'il s'est passé, court à la palissade, voit la lutte qui se déroule autour du corps de son ami. Il brûle du désir de s'élancer au combat. Mais comment pourrait-il le faire, sans cuirasse, sans casque et sans armes? Il pousse alors 3 cris de rage et de désespoir, si puissants et si terrifiants que le sang des Troyens se glace dans leurs veines et qu'ils s'enfuient vers leurs remparts, abandonnant à Ménélas et Ajax la dépouille mortelle de Patrocle. Achille est alors pris d'une crise de nerfs. Il se roule par terre en sanglotant et ses compagnons doivent le soutenir pour le ramener à sa baraque. Sa mère, la déesse Thétis, vient l'y rejoindre. Elle le supplie de renoncer définitivement à cette guerre et de retourner chez lui. Mais Achille est résolu à venger Patrocle et à tuer Hector, dût-il périr lui aussi. « Tout ce que je te demande, dit-il à sa mère, c'est de m'apporter de nouvelles armes pour remplacer celles que m'a prises Hector. » Thétis finit par accéder à sa demande et repart vers l'Olympe. Pendant toute la nuit suivante, Achille veille sur la dépouille mortelle de Patrocle, pleurant de douleur et de rage. Le matin, Thétis est de retour, avec les armes nouvelles qu'elle a fait forger par Vulcain. Elles sont plus belles encore que les précédentes. La surface polie de l'airain est décorée d'incrustations en or, représentant sur la cuirasse une tête de lion rugissant, et, sur le casque, un soleil flamboyant. Achille s'en revêt, prend ses armes, monte dans son char avec Automédon et se rend chez Agamemnon. Il y est acclamé par les rois et les troupes grecques qui s'y sont rassemblées. Agamemnon, pour sa part, le remercie d'être revenu au combat, lui renouvelle ses excuses et lui rend Briséis, qui se jette dans ses bras en pleurant de joie. Mais Achille n'a pas la tête aux effusions. Il est impatient de se venger et demande à Agamemnon de donner immédiatement le signal de l'attaque.
Ulysse s'y oppose. « Il est presque midi, dit-il, et il serait imprudent de partir au combat le ventre creux. Prenons d'abord un repas léger. » Les autres rois grecs se rangent à son avis, malgré les protestations d'Achille, qui assure qu'il ne pourra rien avaler. « Tu prendras bien une petite côtelette d'agneau, insiste Ulysse. Cela se mange sans faim. » Achille se laisse finalement convaincre et se restaure avec les autres. Mais, la dernière bouchée avalée, il fait ranger l'armée en ordre de bataille et, à sa tête, franchit le fossé. Pendant ce temps, à l'abri des remparts, les chefs troyens étaient eux aussi réunis. Hector les exhorte au combat. « Le moment suprême est arrivé, dit-il. Aujourd'hui, il nous faut vaincre ou mourir. » Priam cherche à le dissuader de sortir des remparts. « Tu es notre seul soutien, lui dit-il, et tu ne dois pas t'exposer. » Cassandre, sœur d'Hector, qui a reçu des dieux le don de prévoir l'avenir, mais qui est condamnée à n'être jamais écoutée, supplie aussi Hector de ne pas affronter Achille. « Si tu sors aujourd'hui de Troie, Hector, tu ne nous reverras jamais plus, » lui annonce-t-elle. Mais Hector reste sourd aux supplications des siens. Grisé par ses succès de la veille, fier de porter le casque et la cuirasse d'Achille qu'il a arraché au cadavre de Patrocle, il se croit invincible et brûle d'en découdre avec Achille. Il ordonne à ses troupes de se tenir prêtes à sortir aussitôt après le déjeuner. En attendant, armé et casqué, il retourne à ses appartements pour prendre congé de sa femme, Andromaque, et de son fils, Astyanax. Andromaque à son tour cherche à le retenir. « Tu es tout pour moi, » lui dit-elle. « Un père, une mère, un frère en même temps qu'un époux. Ne m'abandonne pas. » Avec douceur, Hector lui fait comprendre qu'il doit accomplir son devoir. Il embrasse sa femme et veut prendre son fils dans ses bras. Mais Astyanax, qui n'a que 3 ans, semble effrayé, s'enfuit et se réfugie dans les jupes de sa mère. « C'est peut-être ton casque qui lui fait peur, » suggère Andromaque. Hector retire son casque, de fait, Astyanax reconnaît alors son père et court se jeter dans ses bras. Hector lui sourit et l'embrasse tendrement. Il se sent soudain pris d'angoisse à la pensée qu'il voit peut-être son fils pour la dernière fois. Afin de ne pas se laisser gagner par l'émotion, il abrège les adieux et va rejoindre ses soldats. Il sort avec eux des remparts au moment même où, derrière Achille, l'armée grecque quitte son camp. La bataille s'engage au milieu de la plaine, sur les rives du fleuve Xanthe. Le combat est si acharné que les corps des guerriers morts, tombés en grand nombre dans le fleuve, finissent par en obstruer le cours et par le faire sortir de son lit. Or, vous vous en souvenez peut-être, un oracle avait prédit qu'Hector serait vaincu le jour où le Xanthe sortirait de son lit. Les Troyens, en tout cas, se souvenaient fort bien de cette prophétie. Aussi, lorsqu'ils constatent qu'elle est en train de se réaliser, ils sont brusquement saisis d'épouvante et s'enfuient comme des lapins vers les remparts protecteurs. Hector cherche en vain à arrêter ou à ralentir leur fuite. Il est contraint de les suivre. Quelques instants plus tard, il se retrouve avec eux au pied des remparts, dont les portes s'ouvrent pour eux. Hector va-t-il rentrer avec ses soldats et s'enfermer dans la ville pour y soutenir un long siège ? Priam, Hécube, Cassandre et Andromaque, qui observent la scène du haut des murs, supplient Hector de se mettre à l'abri. « Ne sois pas téméraire, » lui crie-t-il. « Ne sais-tu pas qu'Achille est invincible, et aujourd'hui plus que jamais, avec son casque où resplendit un soleil d'or et sa cuirasse décorée d'un lion flamboyant ?»« Les armures ne me font pas peur, » répond Hector. « Leur soleil ne brûle pas, et leurs lions ne mordent pas. » Alors, le dernier soldat troyen étant rentré, les massives portes de chêne sont fermées et verrouillées derrière lui. Hector reste seul, au pied des remparts, décidé à montrer son courage. Mais lorsque, se retournant, il voit accourir vers lui le terrible Achille,
dans sa cuirasse étincelante, Hector, le vaillant Hector, est pris, pour la première fois de sa vie, de panique. Perdant tout contrôle de lui-même et toute dignité, il se met à fuir à toutes jambes. Et comme il ne peut plus rentrer dans la ville, il court en longeant les remparts, poursuivi par Achille, qui l'injurie et le provoque. 3 fois les 2 héros font ainsi le tour complet des remparts, et à chaque tour, Achille au pied léger gagne un peu de terrain. Hector se rend compte alors qu'il sera rattrapé, inéluctablement, et qu'il vaut donc mieux engager le combat tout de suite, avant d'être tout à fait épuisé. Il s'arrête et se retourne. Achille n'est déjà plus qu'à 10 mètres de lui. De son bras puissant, Hector lance son premier javelot, qui vient se planter dans le ventre d'Achille. Tout autre guerrier serait mort sur le champ d'une telle blessure. Mais Achille, vous le savez, avait été rendu presque invulnérable par les eaux sacrées du Styx, dans lesquelles sa mère l'avait plongé à sa naissance. Il poursuit donc sa charge, sans attacher plus d'importance au javelot d'Hector que s'il s'agissait d'une piqûre de moustique. Il tient au poing sa lourde lance de frêne, qu'il est seul à pouvoir manier. Il sait que la cuirasse d'Hector, qu'il connaît bien puisque c'est la sienne, comporte un point faible, à la hauteur du plexus solaire. C'est ce point précis qu'il vise. Hector s'apprête à tirer son épée, mais il n'en a pas le temps. Achille est déjà sur lui, et, d'un coup de lance terrible, transperce sa cuirasse et sa poitrine. Hector sent qu'il est mortellement blessé et qu'il ne lui reste que quelques instants à vivre. Il implore la pitié d'Achille. « Je t'en supplie, lui dit-il, rends mon corps à mes parents, afin que je reçoive une sépulture décente et que mon âme soit admise aux Champs-Élysées. » Mais Achille est sans pitié. « Tu n'auras pas de sépulture, lui crie-t-il. Ton corps sera dévoré par les chiens et les vautours. » Heureusement pour lui, Hector n'a pas entendu ces derniers mots. Il était déjà mort. Sous les yeux horrifiés de Priam et des siens, qui du haut des remparts ont assisté impuissants au combat, Achille attache le corps d'Hector par les pieds à son char et lui fait faire au galop le tour des remparts, le front traînant par terre. Il le ramène ensuite dans le camp grec et le dépose devant sa baraque, sanglant, souillé de poussière et bientôt couvert de mouches. La nuit est tombée, mais ni Achille ni Priam ne peuvent trouver le sommeil. Le premier dans sa baraque pleure en pensant à son ami Patrocle. Le second dans son palais pleure en pensant à son fils Hector. Chapitre 29. La trêve. Pendant la nuit, Priam a pris sa décision. Il en fait part le lendemain matin aux membres de sa famille. Je ne puis laisser sans sépulture le corps de mon fils. J'irai moi-même trouver Achille et le supplierai de me le rendre. Hécube, sa femme, cherche à le dissuader. « Achille est un loup enragé, lui dit-elle. Il te tuera toi aussi, sans égard pour ton âge et pour ton rang. » Mais Priam ne démord pas de son projet. Il fait charger sur son char un coffre plein de cadeaux précieux pour Achille, des vases d'argent, des coupes d'or, des statuettes de marbre et des couverts à manches d'ivoire. Sachant qu'Achille est très gourmand, Hécube, dont les talents de cuisinière sont réputés, prépare en outre pour lui quelques friandises. Agitant un drapeau blanc en signe de paix, Priam sort de Troie, traverse sans encombre les lignes grecques et arrive à la baraque d'Achille, devant laquelle le corps d'Hector est toujours étendu. En voyant entrer chez lui le vieillard, Achille reste muet d'étonnement. « Je viens, lui dit Priam, t'implorer de me rendre la dépouille de mon fils. Tu vois, je suis venu chargé de cadeaux, et je suis prêt en outre à te donner pour esclave ou pour épouse, comme tu voudras, l'une de mes filles. Maintenant que ta vengeance est assouvie, je t'en prie, montre-toi généreux.
Achille ne répond pas. Troublé, il hésite. Alors, éperdu, Priam s'agenouille à ses pieds, lui prend la main, cette main encore tachée du sang d'Hector, la baise et la mouille de ses larmes. « Souviens-toi de ton vieux père, Pelée, lui dit-il, qui a le même âge que moi et qui attend anxieusement ton retour. Songe à ce que serait son chagrin si tu devais mourir comme Hector et être privé de sépulture. » Les Grecs qui assistent à cette scène sont émus par le geste et les paroles de Priam. Ils ne peuvent retenir leurs larmes. Achille lui-même, à l'évocation du souvenir de son père, sent sa gorge se serrer et sa colère se dissiper. « Noble roi, répond-il à Priam, je te rends ton fils. Emmène-le et fais-lui des obsèques honorables. Pour cela, je suis prêt à décréter une trêve des combats, pendant tout le temps que tu souhaiteras. » Priam remercie Achille et lui demande de fixer à 12 jours la durée de la trêve. Achille fait laver et parfumer le corps d'Hector et le fait déposer dans le char de Priam, qui retourne aussitôt à Troie. La dépouille d'Hector y est accueillie avec une profonde émotion. Ses parents, sa femme, ses frères, ses amis et ses soldats ne peuvent retenir leurs larmes. Hélène elle-même est bouleversée de chagrin et de remords. « C'est par ma faute, pense-t-elle, que cet homme, après beaucoup d'autres, a trouvé la mort. Et pourtant, de tous les Troyens, il a été le seul à ne jamais me regarder de travers, ni me faire de reproches. Pendant la trêve, conformément à la coutume, des jeux et des concours sont organisés, course à pied et à cheval, lancer du poids, du disque et du javelot, tir à l'arc et même match de boxe. Car il ne faut pas croire que le noble art ait été inventé par Lord Chesterfield au XVIIIe siècle, comme le prétendent les Anglais. La boxe existait déjà dans l'Antiquité, comme l'attestent les reportages circonstanciés qu'on trouve chez Homère, Virgile et d'autres auteurs anciens. La seule différence notable entre la boxe de l'époque et celle d'aujourd'hui, c'est qu'au lieu de porter des gants de cuir, les adversaires fixaient à leurs mains des lanières garnies de petits clous de bronze. Cet instrument, appelé ceste, était si meurtrier que, pour inciter les protagonistes à une certaine modération, le règlement des combats prévoyait l'élimination de tout concurrent qui aurait tué son adversaire. Le concours de boxe organisé à l'occasion des funérailles d'Hector et doté comme premier prix d'un taureau de 4 ans, vit s'opposer en finale Ajax au plus jeune fils de Priam, un certain Polydore. Ajax était plus grand et plus lourd, Polydore plus adroit et plus mobile. Au début, tournant autour d'Ajax et gardant ses distances, Polydore parvient à toucher à plusieurs reprises son adversaire, qui encaisse cependant sans broncher. Ajax, à son tour, passe lourdement à l'attaque et décoche un puissant swing du droit. Polydore esquive le coup. Déséquilibré, Ajax tombe dans la poussière, sous les risées de l'assistance. Vexé, il se relève aussitôt et reprend le combat. Mais ses coups puissants n'atteignent que le vide. Polydore les voit venir, se baisse ou se recule rapidement et profite chaque fois des ouvertures que lui offre Ajax pour placer des crochets secs et précis. Voyant que son compatriote est en difficulté, Ulysse, placé au premier rang des spectateurs, intervient alors traîtreusement. Il fait des signes pressants à Polydore, qui à ce moment lui fait face, comme pour lui signaler quelque chose derrière son dos. Polydore tourne la tête un court instant, et Ajax en profite pour placer enfin, au menton de son adversaire, un direct dévastateur. Polydore s'écroule, hors de combat. On amène alors le taureau qui était promis au vainqueur, et, pour montrer à quel danger a échappé Polydore, Ajax décoche à l'animal un terrible coup de poing qui lui brise le crâne. Le match de boxe Ajax-Polydore ne fut cependant pas l'événement le plus important de la trêve. C'est au 10e jour de celle-ci
que devait être célébré le mariage d'Achille avec Polyxène, fille de Priam, que celui-ci avait promis à Achille lorsqu'il était allé lui demander le corps d'Hector. Or, il y avait au moins 2 personnes qui voyaient ce mariage d'un mauvais œil. La première était Briséis, qui était toujours amoureuse d'Achille et ne voulait pas le perdre. La deuxième était Paris, qui craignait non sans raison qu'une fois devenu le gendre de Priam, Achille ne cherchât à rétablir la paix entre les Grecs et les Troyens, moyennant la restitution d'Hélène à Ménélas. Et Paris ne tenait pas du tout à faire les frais d'une telle réconciliation. Il résolut donc de tout faire pour empêcher le mariage, et, partant du principe que pour se marier il faut être 2, il jugea que le meilleur moyen était d'assassiner Achille. Cependant, Paris savait désormais que, grâce au bain que lui avait donné sa mère dans les eaux magiques du Styx, le corps d'Achille était invulnérable sur toute sa surface, sauf au talon droit, et que ce talon était protégé en permanence par une talonnière de bronze. Après avoir longuement réfléchi à ce problème, Paris eut une idée. Il alla voir Briséis et lui tint ces propos. « Ma chère enfant, tu es sur le point de perdre Achille. Pour reconquérir son amour, suis mes conseils. Lorsque commencera le grand bal donné à l'occasion du mariage, va trouver Achille et demande-lui de t'accorder une danse. Tu danses si bien qu'assurément, il retombera amoureux de toi. » Paris savait que, pour danser, Achille serait bien forcé de retirer sa talonnière, et qu'ainsi, pendant quelques instants, il serait vulnérable. Briséis fit ce que lui demandait Paris. Achille fit ce que lui demandait Briséis, et Paris fit ce que personne ne lui demandait. Visant Achille au talon, il lui décocha une flèche empoisonnée qui le blessa mortellement. Juste avant d'expirer, entouré de ses amis, Achille eut le temps de murmurer « Je lègue mes chevaux et mes armes à... » Mais il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Indignés par ce meurtre, les Grecs crient à la trahison, et, comme l'avait prévu Paris, Agamemnon déclare que la trêve est rompue et que les combats reprendront le lendemain. Mais, pendant que les Troyens consternés retournent vers leurs remparts, une violente dispute s'élève parmi les rois grecs pour savoir lequel d'entre eux héritera d'Achille. Pour les calmer, le sage Nestor propose son arbitrage. Les armes et les chevaux d'Achille doivent être attribués à celui qui a rendu le plus de service à la cause grecque. Que chacun d'entre vous vienne défendre ses propres mérites, et, si vous voulez bien me faire confiance, c'est moi qui jugerai. Sa proposition est agréée. Le premier à plaider sa cause est Agamemnon. « C'est moi, le chef suprême de l'armée grecque, dit-il. C'est donc moi le plus méritant. » Nestor lui rappelle que, pour avoir provoqué la colère et la défection d'Achille, le chef suprême de l'armée grecque a bien failli la faire massacrer. Ménélas intervient ensuite et prétend avoir droit à l'héritage d'Achille en guise de dédommagement pour l'enlèvement d'Hélène. Mais Nestor lui fait observer que les autres rois grecs, qui ont quitté leur pays et leur famille depuis 10 ans pour aider Ménélas à reprendre sa femme, méritent bien autant que lui un dédommagement. Diomède prend alors la parole. « Je suis, après Achille, le plus vaillant des chefs grecs. Je l'ai prouvé par mes exploits pendant qu'Achille ne participait pas au combat, par mon obstination à continuer la lutte alors qu'Agamemnon, découragé, songeait à lever le siège, et par mon audacieuse mission nocturne à Troie, en compagnie d'Ulysse. » Il aurait mieux fait de ne pas mentionner ce dernier épisode. En effet, les Grecs avaient été choqués par la déloyauté et la cruauté dont Diomède avait fait preuve à cette occasion, en égorgeant les 2 soldats troyens à qui il avait promis la vie sauve. Ajax se lève à son tour et rappelle les services qu'il a rendus à la cause grecque. « C'est moi, dit-il, qui ai eu l'honneur d'affronter Hector en combat singulier et de lui tenir tête. Et c'est moi encore qui, lorsque tous les autres Grecs étaient hors de combat, ai tenu tête tout seul à Hector pour protéger nos vaisseaux de l'incendie.
Un murmure d'approbation accueille ces paroles, et Nestor semble disposé à donner satisfaction à Ajax. Mais Ulysse n'a pas encore fait valoir ses droits. Il a habilement attendu le dernier moment pour intervenir, sachant que c'est souvent le dernier qui parle, qui a raison. Il s'exprime avec une feinte modestie. « Pour ma part, dit-il, je ne me prends pas pour un héros, et je ne réclame aucune récompense. Certes, c'est moi qui ai eu la chance de découvrir Achille, et de le forcer à participer à notre expédition, alors qu'il se cachait dans un pensionnat de jeunes filles. Le sort a aussi permis que je rapporte de mon expédition nocturne à Troie le Palladion et les chevaux de Rhésus. Et les dieux m'ont inspiré l'idée de construire le fossé et la palissade, qui ont à plusieurs reprises sauvé l'armée grecque du désastre. Mais, dans ces diverses circonstances, je n'ai fait que mon devoir, et je ne crois pas avoir plus de titres à l'héritage d'Achille que n'importe lequel des soldats grecs qui tous les jours risque sa vie et verse son sang pour la patrie. Ce discours habile est reçu avec faveur par l'assistance et Nestor, qui a toujours eu une sympathie particulière pour Ulysse, et lui attribue l'héritage d'Achille. Agamemnon, Ménélas et Diomède se soumettent de bonne grâce à ce verdict. Mais Ajax, déçu, indigné, et qui a bu plus que de raison, est pris soudain d'une crise de folie furieuse. Dans son égarement, il gifle le vénérable Nestor, bouscule Agamemnon et Ménélas, qui tentaient de s'interposer, dégaine son épée, massacre un troupeau de cochons qu'il prend pour les soldats d'Ulysse, s'empare d'un bélier qu'il prend pour Ulysse lui-même, l'attache à un mât et le fouette à mort. Lorsqu'enfin il retrouve ses esprits et s'aperçoit de son comportement grotesque, la colère fait place chez lui à la honte. Il se retire sans un mot dans sa baraque et se suicide d'un coup d'épée en plein cœur. Son frère Teucer, qui s'était remis de sa propre blessure, demande aux Grecs d'organiser des funérailles solennelles pour Ajax. Agamemnon et la plupart des rois s'y opposent, alléguant que, par sa crise de folie et son suicide, Ajax s'est déshonoré et mérite que son corps soit jeté aux chiens. Mais, à la surprise générale, Ulysse intervient en faveur d'Ajax. « C'était mon ennemi, dit-il, et il a voulu me tuer. Mais cela n'empêche pas qu'il fût un héros et qu'il a sauvé notre armée. Il a donc droit aux honneurs funéraires et à une sépulture décente. » Agamemnon se rend à cet argument et Teucer remercie Ulysse. « Tu as la réputation d'être dur, lui dit-il, mais tu t'es montré aujourd'hui le plus noble de tous les rois. »